Bonsoir à tous, je vous donne l'information. Visite du ministre des Transports dans les locaux de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Ousmane Gawal est allé s'assurer de l'état d'avancement des travaux de modernisation de cette infrastructure lancée il y a depuis 2 ans. Nous parlerons aussi du ministre du Travail et de la fonction publique qui fait un pas de plus vers l'élaboration du nouveau programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration. Et enfin, en religion, nous parlerons du centre Ibadraman de Hermakono avec l'organisation du concours d'interprétation et de mémorisation du Saint-Coran. Bonsoir à tous. On commence par la directrice générale des élections qui était face à la presse ce jeudi après l'annonce de la date de la présidentielle fixée au 28 septembre prochain. Elle annonce conformément à la loi de la mise en place de 2 commissions, l'une sur le parrainage et l'autre sur la finance. Le rôle et le mandat de ces commissions, tout comme les modalités de candidature, le plafonnement des dépenses de campagne et le remboursement des cautions pour les candidats qui auraient 5% des suffrages exprimés. Le point avec Amadou Touré et Abdul Arazak Souma. À la faveur de ce point de presse, la directrice générale des élections a fait le point sur la situation des préparatifs de l'élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Madame Kamara Djenebou Touré a tout d'abord évoqué les dispositions relatives à la mise en place de 2 commissions ad hoc. Pour que cette commission puisse travailler, il faut simplement noter qu'à J-70, il faut que les demandes arrive au niveau de la DGE pour que la collecte des parrainages commence sur le territoire national conformément aux dispositions de la loi. C'est pour cette raison que nous avons bien jugé nécessaire, en restant dans les délais, de lancer cette commission. Deuxièmement, la caution de candidature est un élément constitutif du dossier de candidature à l'élection présidentielle et à toutes les élections. D'ailleurs, il y a les cautions à tous les niveaux, donc pour tout type d'élection. Il fallait aussi mettre cette commission en place pour que la commission puisse travailler. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la caution, c'est calculé sur la base du bulletin de vote. Les frais liés à la confection des bulletins de vote, c'est ce qui est expliqué et calculé et estimé. Donc cette commission, sur cette base, fait une proposition équitable pour permettre à chaque candidat de payer une caution et de participer aux élections. Et ceux qui arrivent à avoir 5% ont leur caution retournée. Ceux qui n'atteignent pas 5%, les cautions vont aider le Trésor public, donc le budget national de développement, à soutenir un peu les frais d'émission des bulletins de vote. Cela n'enlève à rien si quelqu'un n'a pas désigné de mandataire. Cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas candidat. Il peut être candidat, mais seulement les décisions prises au sein de ces 2 commissions ad hoc s'appliqueront à tout candidat. Poursuivant sa déclaration au compte de cette rencontre avec les journalistes, la directrice générale des élections a précisé qu'à date, ce sont 50 partis politiques qui ont déclaré sur l'honneur leur participation à l'élection présidentielle du 20 décembre 2025. En plus de ces partis politiques, 16 candidatures indépendantes conformément aux dispositions prévues dans la nouvelle constitution ont aussi été manifestées. Avant de terminer ce rendez-vous avec la presse nationale et internationale, la directrice générale des élections a précisé que les 2 commissions citées plus haut sont présidées respectivement par un représentant de l'ONASUR et l'autre par celui de la Cour suprême qui joue le rôle de la Cour constitutionnelle. Je le disais en titre, le ministre des Transports a effectué une visite dans les locaux de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Il était question pour Ousmane Gawal Diallo de s'assurer de l'état d'avancement des travaux de modernisation de cette infrastructure lancée il y a depuis 2 ans. À la même occasion, le porte-parole du gouvernement a reçu son homologue du Nigeria pour une coopération bi- et multilatérale entre Conakry et Abuja. Les temps forts
lors de cette rencontre avec Abraham Christophe Conti. Le chantier de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry ouvre ses portes à la délégation du ministère des Transports, conduite par le ministre Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement. La mission vient s'assurer de l'état d'avancement des travaux de modernisation de l'aéroport, des travaux engagés par le gouvernement guinéen depuis maintenant 2 ans et qui sont exécutés à ce jour à près de 95%. Ce tour du site a permis au chef du département de toucher du doigt l'état d'exécution des infrastructures en cours de réalisation. Des bâtiments comme le bureau du gestionnaire de l'aéroport, le bâtiment autoritaire aéroportuaire, le PARIF poste d'accès inspection filtrage, le terminal fret pour les cargos import-export ou encore le pavillon présidentiel provisoire et les bâtiments administratifs. Ces infrastructures réalisées avec une architecture moderne viennent ainsi changer l'image de cet aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, la vitrine du pays conformément à la volonté du gouvernement qui s'inscrit dans la vision de refondation du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Auparavant, le ministre des Transports a reçu son homologue ministre nigérian de la marine marchande et de l'économie bleue sur le tarmac de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Dr Adeboyega Oyetola et le ministre Gawal Diallo ont échangé sur la question du renforcement des capacités opérationnelles du mémorandum d'Abuja sur la sécurité et la sûreté portière ainsi que des axes de coopération bilatérale et multilatérale entre la Guinée et le Nigeria. On quitte l'aéroport, c'est une grande avancée dans la lutte contre la tracasserie routière sur le trajet d'Abola-Kouré-Malé. Le contrôle se fait désormais de manière professionnelle devant une mission mixte de sensibilisation et d'information sur les enjeux du phénomène et le respect du règlement 114 relatif au transport routier. Les deux parties ont exprimé de belles collaborations. Le Conseil guinéen des chargeurs rassure d'identifier la campagne. Le récit avec Komara Moussa, on l'écoute. Informer, sensibiliser, c'est ce qui fait cette mission mixte conduite par le secrétaire permanent du Comité national de facilitation des transports et transit routier inter-État. Ici à Dabola, point de départ de la caravane après Koya, Kindia et Mamou, un seul message, dire stop, tracasserie routière. Le contrôle, un agent doit amener le véhicule à s'immobiliser, s'adresser au chauffeur, d'éteindre le moteur, de descendre avec ses pièces et venir vers lui. Ce n'est pas à sa portière qu'il va s'arrêter pour dire donne-moi les documents. Non. Dans un échange franc et direct, les missionnaires ont invité les forces de sécurité au professionnalisme, aux transporteurs de se munir des documents de voyage. Même si la collaboration entre forces de sécurité et usagers est citée en bel exemple à Kouroussa et Sigiri, le contrôle redondant dans les multiples barrages est indexé. Nous demandons à l'État et aux autorités de nous aider un peu à diminuer les barrages. Tout au long du trajet, des échanges spontanés sont initiés pour inviter la sécurité routière à respecter le règlement 114. À Koulémaré, dernière étape du parcours, les tracasseries sont en recul. Là, les contrôles deviennent plus transparents. Pour que, ici sur le terrain, nous nous entendons avec les syndicats des transporteurs. Chacun essaie de faire ce qu'il doit faire pour que les tracasseries diminuent sur le corridor entre la Guinée et le Mali. Sur cette route désormais symbole de coopération souffle un vent nouveau, celui du respect de la transparence et de la responsabilité partagée.
Et puis Comara a tenu de la session d'évaluation du cadrage macroéconomique 2024 durant les travaux. Les cadres sectoriels vont passer en revue les performances économiques de notre pays. Le document issu des échanges servira de base pour les prochains débats d'orientation budgétaire 2026. Les explications de Mamadou Saliouba. C'est un exercice de grande portée économique et sociale. Le comité de cadrage macroéconomique tient sa session. La rencontre réunit des cadres du ministère du Plan, de l'économie, du budget, ainsi que ceux de la Banque centrale. Durant cette assise, ils vont analyser les indicateurs économiques, mais aussi élaborer des orientations stratégiques pour l'économie guinéenne. La particularité de ce cadrage, c'est l'intégration des données rebasées dans le nouveau cadrage. Vous savez, la Guinée, pour la deuxième fois dans son histoire, on vient de finaliser le rebasage du PIB. Ce rebasage qui nous donne beaucoup un bon résultat. D'abord en termes de l'investissement et en termes de la dette. La dette qui était considérée à 39% est aujourd'hui à 29%. La maîtrise de la dette. Mais aussi, ce qui est important, l'inflation a baissé jusqu'à 3%. Mais aussi la pression fiscale qui était au niveau qui est à peu près aujourd'hui à 10%. Dans un contexte de performance économique saluée à l'international, la session de validation du comité de cadrage économique est une étape cruciale pour l'économie nationale. Le document issu des travaux servira de fondement au débat d'orientation budgétaire pour l'année 2026. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on vient d'avoir la notation B+, avec SMP, et ce qui est extrêmement important dans notre écosystème financier et économique. C'est un bon résultat, c'est un bon pas, mais si nous devons essayer de serrer la ceinture, de maintenir, mais aussi aller au-delà de plus. Malgré le contexte mondial instable, les indicateurs économiques de la Guinée sont au vert, selon les spécialistes. Avec les grandes ambitions de transformation économique, les réformes se poursuivent pour renforcer durablement la souveraineté économique de la Guinée. Je le disais également en titre, le ministre du Travail et de la fonction publique fait un pas de plus vers l'élaboration du nouveau programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration. Les travaux du 11e atelier thématique portant sur les corps de contrôle des services publics viennent de démarrer. Les assises visent à faire un diagnostic clair du travail des corps de contrôle avant de faire des propositions pour améliorer les prestations. C'est le chapiteau du Palais du Peuple qui a servi de cadre à cette rencontre. Moussa Namina Keita et Mamadi Terna Kamisoko. C'est le 11e atelier thématique lancé à Conakry dans le cadre de l'élaboration du nouveau programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration publique PREMAP. Cette rencontre réunit les différents corps de contrôle des services publics, acteurs clés dans la promotion de la bonne gouvernance, de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des affaires publiques. Aujourd'hui, nous sommes là sur la thématique de la réforme de notre contrôle. Dans le corps de contrôle, qui doit faire quoi pour rendre efficace ce service de contrôle dans notre administration publique. Sans contrôle, il serait très difficile de limiter aujourd'hui un fléau qu'on appelle la corruption et renforcer. L'objectif est clair, proposer des recommandations précises et opérationnelles pour renforcer la coordination et l'efficacité du dispositif national de contrôle. L'action, mesdames et messieurs, ne part pas de zéro. Elle dispose déjà d'un socle juridique et institutionnel solide, puis des réformes engagées depuis plusieurs années. Ces ateliers organisés par la Direction nationale de forme administrative font suite à des enquêtes menées par un comité d'experts. Ce cadre d'échange vise à clarifier les responsabilités et à renforcer l'efficacité de l'action publique. Nous vont faire l'évaluation du fonctionnement. Nous savons tous qu'il y a des problèmes de chevauchement institutionnel, des questions de chevauchement d'attribution, des questions de moyens de travail, des questions d'adéquation entre les compétences
des acteurs qui interviennent dans cette chaîne de travail, mais également des profils aussi disponibles dans ces différents corps. Dans la dynamique de la vision Simandou 2040, la Guinée entend se doter d'un programme cohérent capable de dynamiser les réformes de l'État et de garantir que chaque citoyen bénéficie des retombées du changement en cours. Pendant ce temps, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime poursuit ses efforts de modernisation des structures techniques sous sa tutelle. Ce vendredi, Fassou Théa a présidé la remise officielle des kits d'inspection à l'ONSPA. Le programme bénéficie du soutien de la Banque mondiale, comme nous le rapporte Al-Gassimouba dans ce reportage. Suivez. Dans l'enceinte de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, le ministère de la Pêche équipe ses services techniques de nouveaux matériels de travail. Les bénéficiaires de ce jour, les inspecteurs et techniciens de l'Office. Ils reçoivent des balances portables électroniques, des thermomètres à sonde et infrarouge, des hygromètres et équipements de contrôle. Ces équipements modernes permettront de renforcer la surveillance sanitaire tout au long de la chaîne de valeur halieutique, du débarquement à la transformation en passant par le stockage et la distribution afin de garantir aux consommateurs guinéens et au marché d'exportation des produits sûrs, sains, conformes aux normes. Cette dotation vient renforcer le dispositif national d'inspection et de certification sanitaire indispensable pour la conformité des produits halieutiques aux normes internationales. Pour essentiellement renforcer le système de contrôle sanitaire des produits halieutiques au niveau aussi bien central qu'au niveau des concentrés, que le programme de sécurité sanitaire du ministère de la Santé a inscrit dans son plan d'action 2024-2025 un ensemble d'activités pour renforcer les capacités de l'ONSPA. Nous sommes, disons, des acteurs de la santé publique. Nous estimons qu'avec ce que nous avons eu là, avec les compétences qu'il y a, nous pouvons vraiment désormais faire notre travail avec aisance. Avec cette mise à disposition de kits, le ministère de la Pêche et de l'économie maritime confirme sa politique de modernisation des structures techniques et de promotion d'une pêche durable, respectueuse des normes sanitaires et environnementales. Un geste symbolique mais essentiel pour renforcer la crédibilité du contrôle sanitaire des produits de la pêche guinéenne, tant sur le plan national qu'international. Parlons aussi du manque d'eau potable dans plusieurs quartiers du Grand Conakry qui continue de préoccuper la diaspora guinéenne. Pour y remédier, la Fédération des associations guinéennes en Hauts-de-France, en partenariat avec Life ONG, vient de réaliser 5 forages à Koloma, Simbayagar, Simambossia, Dubreka et Kakulmaya dans la préfecture de Koya. Une initiative saluée par les habitants de ces localités, n'est-ce pas, Memouna Bella Diallo? On vous écoute. C'est pour alléger la souffrance des populations dans les quartiers que la Fédération des associations guinéennes en Hauts-de-France a lancé des projets de construction de forages pour soulager les populations guinéennes. Ces projets ont été financés par Life ONG. Nous avons pu construire 5 forages à travers l'aide de notre partenaire Life ONG qui ont été inaugurés depuis avant-hier. Nous avons le forage de Koloma, nous avons le forage de Simbayagar, le forage de Simambossia, secteur de la forêt. Nous avons le forage aussi de Dubreka Kolaya à 20 km de la ville de Dubreka. Nous sommes présentement maintenant à Kakulimaya pour l'inauguration de ce forage. Nous construisons des forages, nous les mettons en place, mais l'entretien revient maintenant à la population. Dans certaines localités, les femmes, pour se procurer de l'eau potable, étaient obligées de se réveiller très tôt le matin pour faire la queue et d'autres parcouraient des kilomètres à pied. Avant l'arrivée du forage, on était obligés de se déplacer, d'aller très loin pour piger de l'eau ou d'aller au puits et faire la queue. Nous en sommes très heureux. Très touchés par ce geste humanitaire, la FAG HDF, Life ONG et les élus locaux ont promis d'entretenir ces bijoux pour le bien-être des communautés. De là au centre-ville, auprès de la mosquée, ça fait au moins un minimum de 3 km. Nous avons mis un système en place afin de pouvoir entretenir ce forage. Pour nous, c'est un élan de solidarité à l'endroit de toutes ces initiatives. Pour ceux qui ont des forages, notamment, faciliter l'accès
à cette denrée qui est essentielle pour la vie humaine. Partout, les donateurs ont mis en place le CGE, Comité de gestion de l'eau, pour l'entretien et la gestion durable de ces infrastructures pour le bien-être des communautés. L'information, c'est aussi le lancement de l'opération dénommée Octobre solidaire, où 500 tenues seront mises en vente pour soutenir les victimes du cancer du sein et du col de l'utérus. L'objectif est d'inciter les femmes à aller se faire dépister pour des mesures préventives, nous dit Alpha Isiagaba. L'opération Octobre Rose solidaire est lancée. Elle consiste à mettre en vente 500 tenues dont les recettes seront mises à la disposition du combat de lutte contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus. L'initiative est pilotée par Kadija Design, une entreprise de mode. Nous invitons à soutenir une action simple et vitale. Acheter des chèques cadeaux à offrir aux femmes. Ces chèques n'ont pas pour unique but d'acheter des tenues. Ils sont symboles d'encouragement. Ils servent à motiver les femmes à se faire dépister. Car se faire dépister à temps sauve des vies. C'est un investissement pour la santé de nos mères, de nos sœurs et de nos filles. 5 tenues en vente, c'est 500 opportunités de sensibilisation, de lutte contre le cancer chez la femme, martèlent les initiateurs. Kadija Design unit ses efforts dans ce combat. À travers l'initiative Octobre Rose, vente solidaire portée par Kadija Design, nous affirmons qu'une entreprise peut être plus qu'un moteur économique, un acteur de transformation sociale. Ce geste est un engagement concret, mesurable et inspirant. Octobre Rose n'est pas un slogan, c'est un mouvement international de sensibilisation, de prévention et de solidarité. L'opération Octobre Rose solidaire de Kadija Design devrait permettre de renforcer les actions en vue d'offrir l'accès à la prévention et aux soins d'urgence. Autre chose à présent, une mission de la Banque islamique de développement est dans nos murs à Conakry. La délégation a échangé avec les acteurs impliqués dans la gestion des ordures en Guinée. Les entretiens ont porté essentiellement sur l'état d'avancement des chantiers d'assainissement en cours de réalisation sur financement de la BIT. La mission a aussi visité le chantier du garage des camions d'assainissement. Suivez ce compte rendu de Mohamed Lamine Kamara. Les chantiers des travaux de drainage et des stations de bout de vidange sont conjointement financés par le gouvernement et la Banque islamique de développement. Dans le registre du suivi du portefeuille de la BID en Guinée, une mission de cette institution séjourne actuellement à Conakry. Cette séance de travail regroupe la délégation de la BID, les cadres de l'ANASP, de l'unité de gestion du projet d'assainissement de Conakry et de la mission du contrôle des travaux. L'état d'avancement du projet en cours d'exécution est celui en préparation qui porte sur la gestion intégrée des déchets dans 8 villes de l'intérieur du pays sont au centre des échanges. Nous avons reçu l'équipe de la BID. Nous avons partagé avec l'équipe les perspectives, c'est-à-dire les projets que nous avons, les projets des 8 villes dont la direction accorde une grande importance. Au cours de ces entretiens, de fortes recommandations sont faites par la mission pour l'augmentation du rythme de travail des entreprises en charge des travaux de drainage et des stations de bout de vidange. L'accroissement du rythme de travail devrait permettre à booster le taux de décaissement qui est un indicateur important pour la BID. Dans le cadre de ce projet, la BID a eu à mettre à la disposition de la République de Guinée un lot important de matériaux lourds, notamment 64 camions pour le ramassage des déchets solides dans la ville de Conakry. Donc cet hangar-là, ce garage-là est en train d'être construit, d'être finalisé. D'une manière générale, pour ce qui concerne le projet, donc il y a un avancement. Pour le nouveau projet portant sur les 8 villes de l'intérieur du pays,
La Banque islamique de développement a marqué son intérêt pour le financement du projet à condition d'avoir des études pertinentes, au moins du niveau d'avant-projet. Cette mission de la BID mettra ce séjour à profit pour rencontrer le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Et puis fin à Kissidougou de la première session du comité technique régional de la santé de Farana. L'objectif était d'évaluer la performance des structures d'encadrement ou encore DPS aux projets et programmes dans la mise en œuvre des activités au cours des 6 mois écoulés. Cette rencontre a été clôturée par un match de gala opposant les acteurs de la santé à l'équipe préfectorale de Kissidougou. Ibrahim Oulé Fofana, on t'écoute. C'est la rencontre du comité technique de la santé de la région administrative de Farana. Elle regroupe les cadres régionaux et préfectoraux du secteur de la santé des 4 préfectures de la région. Pendant 2 jours d'activité, ces professionnels de santé ont passé en revue l'ensemble des activités du premier semestre de l'année en cours. Nous prenons acte d'être identifiés dans plusieurs activités en matière de couverture vaccinale par exemple, la disponibilité des intrants, les ressources humaines et le renforcement de capacité des agents de santé. Nous partenaires, nous réaffirmons notre engagement à accompagner l'inspection régionale de la santé de Farana et l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre des recommandations issues de ce comité. Les patients peuvent s'attendre d'abord à la mise en œuvre effective de la feuille de route. Il n'est autre que rapprocher la santé à la communauté. Également faire une amélioration continue des soins de santé primaire au niveau de la santé et prendre en compte toutes les préoccupations de la communauté comme l'objectif a été assigné par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La rencontre a permis de diagnostiquer tous les aspects de la santé permettant de prendre de nouvelles mesures en faveur d'une couverture sanitaire réussie dans la région. Une rencontre couronnée par ce match de gala opposant l'équipe régionale de santé de Farana à celle préfectorale de Kissi. Ils ont dit qu'il faut vraiment innover. Donc dans cette innovation, nous avons prévu de faire ce match de gala. Nous avons non seulement fait le bilan pour le semestre passé, mais aussi nous avons fait la revue de nos plans d'action rationnels, mais aussi proposer des solutions pour le semestre à venir. Et ensemble, c'est tous les différents problèmes de santé, qui soient épidémiologiques ou autres, donc ont été discutés devant toutes les parties prenantes. Contrairement au match classique de football, celui-ci ne vise pas forcément le score final, vu que l'objectif est de créer une communion et surtout de renforcer les liens professionnels pour une reprise dynamique conformément aux aspirations du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sous la feuille de route tracée par le président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya. Et enfin, 3e titre de cette édition, le centre Iba Draman de Hermakonon organise la 3e édition du concours de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran, un événement placé sous le signe du savoir, de la foi en islam et la persévérance des enfants. L'initiative est portée par les autorités éducatives de ce centre. On regarde ce reportage de Marwan Kamara. Ils sont 30 candidats au total venus des différents centres de mémorisation du Saint-Coran pour démontrer leur maîtrise du livre sacré. Parmi eux, 7 jeunes filles, symbole fort d'une jeunesse engagée et passionnée par la parole divine. Le programme est initié par le centre Ibad Rahman de Hermakonon. On a organisé pendant les 3 mois de vacances pour maintenir les enfants chez nous, ici, dans les centres. Donc ici, on a le but de faire mémoriser le Saint-Coran, d'apprendre les enfants certains principes religieux, comment lire le Coran pendant ces 3 mois de vacances. Je demande à l'autorité de nous aider. Surtout, nous sommes dans une école privée, Ibad Rahman, qui a été créée depuis l'an 2014-2015. Jusqu'à présent, on n'a pas d'aide. C'est dans cette classe-là que nous utilisons pendant les vacances aussi. Donc si on a une aide, c'est bon pour nous. Et c'est bon pour l'avenir des enfants aussi. Les jurys évaluent la justesse de la récitation, la maîtrise des règles et la mémorisation parfaite des versets. C'est basé sur la mémorisation. Ça, c'est la première critère. Et en plus, les règles de tajwid. C'est-à-dire, les règles de tajwid, c'est quoi? C'est-à-dire la bonne manière de lire le Coran.
c'est une manière d'exposer tout ce qu'on a fait durant les 3 mois. Mettre ça aux yeux de la communauté musulmane présente dans ce quartier. Après plusieurs heures de récitation et d'interprétation du livre saint, les meilleurs candidats sont récompensés. Un moment d'émotion et de reconnaissance pour ces enfants qui consacrent leur temps à la parole d'Allah. Content de rester dans cette école. Je remercie mes parents, des anciens aussi, et mon père et ma mère. Je suis très content de participer. Je salue mes encadreurs et mes parents. Au-delà de la compétition, ce concours promeut les valeurs de patience, de respect et de spiritualité. Une belle démonstration de dévotion et d'excellence. Et voilà qui me fait à cette édition d'information. Elle a été réalisée pour vous par Mounir Barry sous l'œil vigilant de l'équipe du jour. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve à 17h, Inch'Allah, pour d'autres informations. Excellente suite de programme à vous et bonsoir chez vous.